20 janvier 1945, 14h47, Holzheim, Alsace, France. La neige fondue s'infiltre dans les godillots craquelés du sergent-chef Harlan Hank Whitaker. Un poids mortel qui aspire chaque pas dans la boue gelée des champs labourés par les obus, tandis que le vent glacé de l'hiver vosgien fouette les visages noircis de suie et de peur, portant l'odeur âcre du cordite persistant des barrages d'artillerie de la veille, et sous un ciel de plomb qui écrase les silhouettes courbées du bataillon Charlie, du 157e régiment d'infanterie de la 45e division Thunderbird, avançant en file indienne le long d'une route défoncée bordée de fermes éventrées dont les murs béants exhalent encore la fumée des incendies récents. Vous sentez le froid mordre vos doigts engourdis, serrés autour du fût glacé de votre M1 Garand, le métal mordant la peau comme des crocs invisibles, et chaque respiration rauque condense en nuages blancs qui se dissolvent dans l'air saturé d'humidité, tandis que le bourdonnement lointain des moteurs des Shermans de soutien, coincés dans un goulet plus bas, vibre à travers vos os. Un rappel lancinant que l'avance vers Colmar est une marche funèbre vers l'inconnu. Le lieutenant Elias Crowe, 28 ans, visage taillé par l'épuisement et les nuits sans sommeil, ajuste la sangle de son Thompson SMG sur son épaule endolorie. Ses yeux plissés scrutant l'horizon brumeux où les sapins noirs des Vosges se dressent comme des sentinelles hostiles. Et il crache un juron étouffé quand un éclat de boue gicle sous la botte d'un troupier devant lui, projetant des particules gelées qui piquent comme des aiguilles. « Bougez-vous, les gars, on n'a pas toute la journée pour crever ici !» grogne-t-il d'une voix éraillée par la poussière et la fumée inhalée. Mais ces mots se perdent dans le craquement des branches mortes sous les chenilles imaginaires d'un ennemi tapi, et au centre de la colonne, le radio-opérateur, caporal Lenny Voss, traîne son sac à dos alourdi par la SCR 536 Andy Tolkien, dont le boîtier fissuré suinte une humidité intérieure qui rend les contacts électriques intermittents, un fardeau de 15 kilos qui lui scie les épaules comme une lame émoussée. Et il maudit intérieurement cette saloperie de radio qu'il a déclarée HS 2 jours plus tôt, après qu'un éclat d'obus l'ait fendue lors du franchissement de l'île, pensant qu'elle n'était plus qu'un poids mort, bonne à jeter dans le fossé avec les rations vides et les chargeurs usagés. L'air est lourd d'une tension palpable, une sueur froide qui perle sous les casques M1 malgré le gel mordant, et les hommes sentent dans leurs tripes le poids irréversible de chaque foulée, comme si le sol aspirait non seulement leurs bottes, mais leur volonté même de survivre à cette offensive d'hiver contre les lignes tenaces de la 19e armée allemande retranchée dans les poches alsaciennes. Voss ajuste la fréquence pour la 1000e fois, ses doigts gourds glissant sur les molettes rouillées et un grésillement fantôme jaillit du haut-parleur craquelé. Un murmure indistinct qui pourrait être le vent ou un signal brouillé. Mais il secoue la tête, convaincu que c'est mort, que le bataillon de 800 âmes avance aveugle dans ce labyrinthe de haies et de ruisseaux gelés, ignorant que ce silence naissant deviendra leur salut involontaire. Crowe s'arrête net, levant le poing pour figer la colonne, son cœur cognant comme un marteau-piqueur dans sa poitrine quand un corbeau croasse depuis un tilleul déchiqueté, un présage qui lui noue les entrailles, et il tourne la tête vers Voss. « Caporal, t'as du jus avec ta ferraille. » Contacte le QG pour confirmer la route libre jusqu'au pont de Neuf-Brisac. Voss hausse les épaules, le poids de l'échec pesant sur ses paupières lourdes, et presse le bouton de transmission, mais seul un sifflement statique répond, un vide hurlant qui aspire le bruit ambiant, et les hommes autour retiennent leur souffle, sentant l'isolement s'épaissir comme une brume toxique. Le sergent Whitaker, dont les cicatrices de Hurtgen Forest piquent encore sous la croûte de boue séchée, mâche un bout de Keiration rassi, la saveur chimique de la viande en boîte lui retournant l'estomac, et il murmure à son binôme, le Private Ruiz, un gamin de 19 ans aux yeux hantés par les souvenirs de Omaha Beach. Si cette radio est piquée,
On est des pigeons dans un tir de foire, sergent. Ruiz hoche la tête, ses mains tremblantes serrant le fût de son bar Browning qui pèse comme du plomb fondu. Et le vent porte soudain un écho lointain, un ronflement étouffé qui pourrait être un camion Mercedes ou le grondement d'un Jagdpanzer camouflé dans les sous-bois. Mais Crow balaie l'air d'un geste sec. Avancez, pas de panique, c'est juste le vent dans les pins. Pourtant, dans les secondes qui s'étirent comme des heures, Voss tripote à nouveau l'appareil et un fragment de signal retardé crachote. Embusque, mouvement, MG42, halte. Des mots hachés, fantomatiques, comme un message d'outre-tombe, et son sang se glace dans ses veines alors que la réalisation le frappe comme un coup de crosse. Le lieutenant Crow pivote sur ses talons boueux, son visage blêmissant sous la crasse, et hurle « Halte! Tout le monde à couvert! Voss, répète ça !» Mais le silence retombe, total, oppressant, un vide qui hurle plus fort que n'importe quel obus, et les hommes plongent instinctivement vers les talus enneigés, leur cœur battant la chamade, tandis que le poids de leur sac les cloue au sol, la neige fondue s'infiltrant dans leur col pour geler leur nuque en sueur. Vous sentez la terre humide pressée contre votre joue, l'odeur de pourriture humide montant des racines pourries, et le tic-tac infernal de votre montre de poing qui marque les secondes éternelles où la décision de Crow, arrêter net cette marche fatale, sauve 800 vies d'une boucherie préparée. Car à 200 mètres devant, dans le virage masqué par une haie épaisse, une compagnie SS de la division Deutschland a disposé 3 MG42 nichés dans des nids de mitrailleuses, leurs canons encore tièdes d'entraînement, flanqués de Panzerfaust braqués sur la route inévitable, et une embuscade qui aurait fauché la tête de colonne comme la faux de la mort, transformant le bataillon en un charnier de corps déchiquetés et de Sherman enflammés. Whittaker rampe vers Crow, son souffle court formant des volutes blanches, et chuchote d'une voix rauque. « Mon lieutenant, c'était quoi ce charabia? On s'arrête pour un grésillement ?» Crow fixe l'horizon, ses pupilles dilatées par l'adrénaline qui pompe dans ses artères comme du feu liquide, sentant le dilemme moral le déchirer, avancer et risquer le massacre, ou s'immobiliser et exposer à un pilonnage d'artillerie. Et il ordonne d'une voix qui tremble à peine. « Déployez les éclaireurs, Ruiz, toi et ton équipe, contournés par les champs à gauche, silencieux comme des fantômes. Voss reste sur cette radio morte, secoue-la jusqu'à ce qu'elle crache du vrai. Les minutes s'étirent en une éternité de tension, où chaque craquement de brindille sous une botte gelée fait sursauter les nerfs à vif, et Voss, agenouillé dans une ornière remplie d'eau trouble, martèle l'appareil de ses poings, ignorant que sa radio cassée a capté un écho retardé d'un poste avancé allemand mal réglé, un signal parasite qui a glissé à travers les fréquences brouillées comme un avertissement divin. L'air vibre maintenant d'une attente lourde, l'odeur de transpiration aigre se mêlant à celle de la neige souillée d'urine de peur, et les hommes sentent leurs muscles se nouer, leurs doigts gourds caressant les détentes huilées de leurs fusils, prêts à l'inévitable. Soudain, un coup de feu isolé retentit depuis les bois, un aboiement sec d'un quart 98K, suivi d'un cri étouffé, un éclaireur touché, et la colonne entière se fige, le cœur suspendu, tandis que Crow hisse son Thompson, le métal froid mordant sa paume moite, et ordonne « Feu à volonté si ça bouge !» Mais rien ne vient, seulement le silence assourdissant, ponctué par le gémissement du vent et le halètement des poitrines oppressées. Ruiz, rampant ventre à terre dans un fossé envahi de ronces qui lacernent ses treillis comme des griffes, sent le froid s'insinuer jusqu'à sa moelle, ses dents claquant malgré lui, et il aperçoit enfin les silhouettes ennemies. Une douzaine de Feldgros tapis derrière la haie, leurs casques camouflés de branchages saupoudrés de neige. Un MG42 monté sur bipied, dont le servant ajuste la bande de munitions de 7, 92 mm avec des gestes méthodiques. L'odeur de graisse chaude,
flottant jusqu'à lui sur la brise légère. Il recule centimètre par centimètre, son bar traînant dans la boue comme un serpent blessé, et rejoint la ligne en rampant. Son rapport chuchoté à Whittaker faisant blêmir l'assemblée. « Embuscade, mon sergent. Au moins 30 Jerry avec des mitrailleuses lourdes, prêts à nous hacher menu si on passe. » Crow absorbe l'info, son esprit tourbillonnant dans un maelstrom de peur et de calcul, sentant le poids écrasant de la responsabilité, 800 hommes dont la vie repose sur cette pause imposée par une radio morte, et il attrape le talkie-walkie de Voss, secouant lui-même l'appareil maudit jusqu'à ce qu'un nouveau fragment jaillisse. Embuscade confirmée. Ilkirch. Attendez renfort. Un miracle statique qui scelle la décision. On se replie sur les positions hautes, contactez les Sherman pour un barrage de 105 mm sur les coordonnées. Pas un pas en avant tant que le ciel ne pleut pas d'acier. Les ordres fusent en murmures tendus, propagés de bouche à oreille comme un virus de survie. Et les hommes reculent pas à pas, leurs bottes s'enfonçant dans la terre molle avec un bruit de succion obscène. Chaque mouvement, un effort herculéen contre l'épuisement qui alourdit leurs membres comme du plomb, la peur rampant dans leur ventre comme un serpent froid. Vous sentez la sueur couler dans votre dos malgré le gel, collant le treillis à votre peau, et le craquement lointain d'une branche brisée vous fait pivoter, le doigt crispé sur la détente, prêt à vider le chargeur dans l'ombre. Derrière la haie, les Allemands attendent, leurs officiers SS aboyant des ordres étouffés, sentant que leur proie hésite. Leurs doigts blancs sur les détentes des MP40, l'impatience les rongeant comme une fièvre, ignorant que le silence radio-américain les a trahis. Voss, maintenant le héros involontaire, fixe son appareil fissuré avec une révérence mêlée de haine, ses larmes gelant sur ses joues sales, tandis qu'il réalise que cette ferraille sauvée de la poubelle a capté l'imprévisible. Un croisement fortuit de fréquences où un opérateur Bosch, distrait par le froid, a laissé filtrer son rapport d'embuscade. Le repli s'organise dans une lenteur agonisante, les Sherman grondant au loin comme des bêtes blessées, leurs moteurs diesel vibrant à travers le sol. Et quand les premiers obus de 105 mm s'abattent enfin sur la position ennemie à 16h12, le monde explose en un chaos de terre et de feu, les détonations concussives faisant trembler vos os, avalant les cris des servants de MG42 dans un rugissement primal, des geysers de boue et d'éclats métalliques arrosant le paysage, tandis que les SS se dispersent en hurlant, leurs corps projetés comme des poupées de chiffon. L'odeur de poudre brûlée et de chair carbonisée envahit l'air, un miasme suffocant qui colle à la gorge, et les hommes de Charlie, tapis dans leurs trous, sentent le soulagement se mêler à l'horreur, leur cœur encore cognant à tout rompre. Crow s'effondre contre un talus, son Thompson pendant mollement, et vomit tripes et boyaux, l'acide remontant dans un spasme incontrôlable, tandis que Whittaker compte les blessés, 3 éclaireurs touchés, mais pas de pertes massives, et Ruiz fixe le ciel enfumé, ses yeux vides hantés par les visages ennemis qu'il a vus de près, se demandant si c'était de la chance ou un dieu capricieux. Le silence post-bataille s'installe lentement, un vide cotonneux où ne résonnent plus que les gémissements des mourants allemands portés par le vent, et les hommes s'extirpent de leurs abris, les jambes flageolantes, pour fouiller les décombres, l'odeur de caoutchouc brûlé des Panzerfausts explosés, se mêlant à celle du sang frais. Voss berce sa radio comme un nouveau-né, ignorant les quolibets essoufflés de ses camarades, et Crow, essuyant sa bouche, pose une main sur son épaule. « Caporal, cette salope t'a sauvé la mise, et la nôtre. » Mais dans les heures qui suivent, alors que le bataillon consolide ses lignes sous un crépuscule violet, l'épuisement les cloue au sol, des corps avachis autour de feux de camp misérables où la chaleur fugace combat en vain le froid intérieur, et les confessions fusent dans la nuit. Peur viscérale d'avoir marché droit dans la mort.
culpabilité pour les éclaireurs tombés, et ce dilemme moral lancinant, tuer ou être tué dans cette folie blanche. Vous sentez le poids de la survie vous écraser, plus lourd que n'importe quel sac, tandis que les étoiles percent timidement le voile de fumée et le bataillon, épargné par un silence radio-providentiel, respire enfin, mais porte désormais la cicatrice invisible d'un destin frôlé de trop près. Le lendemain, à l'aube grise du 21 janvier, les Shermans reprennent l'avance, chenilles broyant les restes de l'embuscade, et Charlie contourne le charnier. Mais chaque pas résonne du grésillement fantôme de cette radio cassée, un murmure éternel dans la mémoire collective, où la peur s'est muée en gratitude farouche pour l'irréel sauvetage. Whittaker, veillant sur le sommeil agité de ses hommes, mâche un cigare éteint, sentant dans ses os le froid persistant d'une mort évitée. Et Voss répare son appareil avec des fils dénudés, jurant qu'elle ne lâchera plus, ignorant que son silence a été plus éloquent qu'un millier de transmissions claires. Les jours suivants, lors de la réduction de la poche de Colmar, le bataillon porte cette histoire comme un talisman, compté autour des trous d'hommes sous la pluie verglaçante, où la fatigue morale ronge autant que la faim, et Crowe, promu sur le champ pour sa décision instinctive, fixe les horizons ennemis avec une vigilance accrue, hanté par les Hessis qui auraient noyé ses hommes dans un torrent de plomb. L'hiver alsacien continue sa danse macabre, neige et boue enlisant les rêves de victoire. Mais pour Charlie, la radio cassée reste le pivot invisible, un fil ténu tissé dans le chaos qui a détourné la faux de la grande faucheuse, laissant derrière elle non un bataillon anéanti, mais des survivants marqués à jamais par le poids écrasant de l'impossible survie. Dans les silences entre les rafales futures, ils entendront toujours ce grésillement salvateur, un écho spectral qui murmure « Vous avez vécu, mais à quel prix ?» Et tandis que les combats s'éternisent jusqu'à la libération finale en février, l'épuisement s'accumule couche par couche, morale fissurée par les pertes cumulées. Conflits internes entre devoir et désir de reddition, chaque nuit hantée par les visages des SS, fauchés par les obus, une humanité volée dans la fureur. Voss, devenu une légende murmurée, porte sa radio rapiécée comme un bouclier, ses doigts calleux effleurant le boîtier fendu avec une tendresse presque amoureuse, et dans les moments de calme trompeur, il écoute le vide statique, cherchant l'âme de cet appareil qui a murmuré la vérité au bon moment. Crowe, rongé par le doute, confie à Whittaker lors d'une patrouille nocturne. « Si on avait avancé, Hank, pas un de nous n'aurait vu le printemps. Cette radio. C'était un signe ou juste la connerie du destin ?» Whittaker hausse les épaules, son M1 pendant au canon encore chaud d'une escarmouche mineure, et répond d'une voix brisée. « Peu importe, lieutenant, on est là, vivant, avec nos fantômes. » Le bataillon progresse, mètre par mètre conquis dans le sang et la boue. Mais l'embuscade évitée plane comme une ombre, amplifiant chaque craquement suspect, chaque silence radio en alarme viscérale, et les hommes marchent plus lourds, leurs âmes alourdies par la gratitude mêlée de terreur, sentant que la guerre, dans sa brutalité infinie, a épargné une fois, mais jamais deux. Au cœur de février 1945, quand Colmar tombe enfin sous les coups de la 3e division US, Charlie défile dans les rues dévastées, acclamé par les Alsaciens en liesse, mais leurs yeux vides trahissent le coup. La radio cassée a sauvé des centaines. Oui, mais a gravé en eux l'horreur d'un destin effleuré, un rappel éternel que dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, un silence peut hurler plus fort qu'une salve de MG42, et que la survie est un fardeau plus pesant que la mort elle-même. Les feux de camp crépitants portent encore les récits, nuit après nuit, jusqu'à la paix fragile de mai, où les survivants rentrent, portant dans leurs bagages non seulement des médailles ternies, mais le grésillement indélébile d'une radio qui, brisée,
a tenu la ligne entre l'enfer et la lumière. Des années plus tard, en 1952, sous un ciel plombé de l'Ohio, Voss trône derrière le comptoir graisseux d'un garage, au néon clignotant, ses mains noueuses, vestiges des câbles torsadés et des nuits sans sommeil, réparant des postes radio usés par les ondes commerciales. La guerre est un écho lointain, relégué aux journaux jaunis et aux cauchemars qui le réveillent, en sursaut, le souffle court, comme si le silence statique appelait encore l'embuscade fantôme. Un jour d'automne pluvieux, Crow pousse la porte, vieilli prématurément, son costume froissé d'un vendeur d'assurance masquant à peine la cicatrice d'une balle effleurée à Colmar. « Voss, mon vieux, t'as toujours cet engin, celui qui a craché la vérité ?» demande-t-il, la voix rauque d'un whisky trop fidèle. Voss fouille dans un tiroir poussiéreux, en tire la radio rapiécée, son boîtier fendu comme une plaie cicatrisée, et la pose entre eux tel un talisman profane. Ils l'allument ensemble, le grésillement surgit, parasite et pur, un murmure d'outre-tombe qui les ramène au boyau boueux d'Alsace. « Écoute, lieutenant !» dit Voss en effleurant le cadran. « Elle parle encore. Pas de signe divin, juste du ferraille qui a tenu bon. » Crow hoche la tête, les yeux humides. Et nous avec. Hank Whitaker est mort l'an dernier, cancer des poumons, a toussé ses fantômes jusqu'au bout. Il disait que la survie, c'était pire que le Valhalla des SS qu'on n'a pas fauché. Dehors, la pluie martèle le tôle, et dans ce garage anonyme, deux ombres du bataillon Charlie ressuscitent le passé. La radio crachotant des bribes de jazz lointain, un pont entre le chaos de 1945 et la paix fade des années 50. Whitaker n'est plus, mais son M1 rouillé orne le mur du garage, canon pointé vers le vide. Rappelle que les médailles ternissent, mais les silences hurlent éternellement. Voss et Crow boivent en silence, toast aux absents, sentant que la guerre n'a pas fini de les poursuivre. Un grésillement, un craquement dans la nuit, et l'embuscade renaît, non plus en chair et en boue, mais dans l'âme écorchée, où la lumière fragile d'une radio brisée éclaire encore les ténèbres infinies de ce qu'ils ont frôlé et survécu. Ainsi, le destin, farce cruelle ou miséricorde voilée, tisse ses fils invisibles, reliant Colmar à l'Ohio, février 45, à un garage pluvieux, et les survivants marchent, alourdis non par des sacs à dos, mais par le poids spectral d'une reddition refusée, d'une humanité reconquise mètre par mètre, écho après écho, jusqu'au dernier souffle. Athéo 3. Les échos inachevés. Soudain, la radio s'emballe. Un crachotement féroce déchire le jazz éthéré, comme si les ondes, lassées de la fadeur du présent, invoquaient les morts. Crow se fige, la bouteille suspendue à mi-chemin de ses lèvres gercées. Écoute ça, Voss. Pas du swing de Harlem. C'est du morse. Voss se penche, les veines saillantes sur ses avant-bras noueux, et ajuste le cadran d'un geste précis, hérité des nuits d'insomnie en forêt noire. Les points et traits percent le grésillement. V-I-C-T-O-R-I-B. C-H-A-R-L-I-E. R-E-N-D-E-Z-V-O-U-S. Le sang se glace dans leurs artères usées. Charlie, notre bataillon? Whitaker nous l'avait juré, ce code fantôme, transmis par un opérateur SS capturé avant Colmar. Mort avec lui, qu'il disait. Crow vide son verre d'un trait, le whisky brûlant comme la poudre noire d'un garant enrayé. Dehors, la pluie redouble, un déluge biblique qui noie les néons blafards de l'Ohio, transformant le garage en arche rouillée pour deux Noé maudits. Voss attrape le M1 au mur, le métal froid mordant sa paume calleuse. Si c'est un fantôme, il sait où nous trouver. Rendez-vous. Où? Colmar et cendre, l'Alsace vendangée par le temps. La radio insiste, impitoyable. O-H-I-O, G-A-R-A-G-E, M-I-D-N-U-I-T.
Croc ricane, un aboiement sec. Minuit! Dans 20 minutes, mon vieux, le destin nous pisse au visage, ou c'est la vraie farce qui commence. Ils attendent, dos au mur graisseux, l'arme chargée d'un chargeur fantôme, balles d'entraînement, vestiges légaux d'une paix hypocrite. Le tic-tac d'une horloge invisible rythme leur veille, écho des montres volées au Maccabée de 45. À minuit pile, un coup sec à la porte coulissante. Pas de tonnerre, juste un grattement discret, comme un rat cherchant l'entrée du piège. Voss ouvre d'un coup, le M1 levé. Silhouette encapuchonnée, trempée, une valise usée à la main. L'homme rabat sa capuche. Visage buriné, œil gauche de verre, tatouage SS effacé maladroitement sous le col. Lieutenant Voss, sergent Crow. Le corbeau envoie ses salutations. Whittaker n'est pas mort. Pas tout à fait. Dans la valise, un magnétophone miniature, bourdonnant de bandes magnétiques volées à Nuremberg, voix d'outre-Rhin, confession d'un réseau nazi enfoui, dormant sous l'Amérique prospère. La guerre renaît, non en boue alsacienne, mais en béton anonyme de l'Ohio. Crow charge son revolver civil. Voss rallume la radio profane. Au Valhalla des SS, on n'entre pas sans billet retour, murmure-t-il. Les ombres s'allongent, la pluie fouette, et le trio improbable, survivant et traître repenti, scelle un pacte spectral. Traquer les échos inachevés, mètre par mètre, écho après écho, jusqu'au dernier souffle. Ou le premier 109. Rideau pluvieux sur le garage. Les ondes grésillent encore. Jazz lointain mêlé à des murmures allemands. Fin? Non? La boucle se referme. Infini.